On revient d'Hawaï avec une fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale. Le championnat canadien est dans 5 semaines. On a décidé de ne pas arrêter de courir. Et on a couru pendant 5 semaines sur une fracture de stress, ce qui n'était pas une bonne idée. On a des pathologies plus de charge. Et tout à l'heure, on va parler du tendon d'Achille et de la périostite tibiale. Ce sont des pathologies de charge. Mais la bandelette est une pathologie qu'on appelle de répétition. C'est la répétition et surtout la répétition continue avec une gestuelle identique qui provoque les symptômes. Comment se fait-il que bon nombre de périostites sont sur le tiers distal du tibia sur lequel il n'y a pas d'attache du soléaire, du long fléchisseur des orteils, du tibial postérieur, qui sont un peu le tendon commun classique qui vient mettre une charge mécanique? Comment ça se fait que c'est sur cette zone-là? Par exemple, la bandelette qu'on parlait tout à l'heure, s'il y a persistance des symptômes après 4 semaines, on est dans une mauvaise posture. Là, je suis très agressif. Même avec des athlètes de haut niveau, même après 1 semaine, je recommande des anti-inflammatoires. Après 3 semaines, je la réfère au doc pour une infiltration de cortisone. Pour faire le diagnostic de fracture de stress, on a un test d'exclusion. Vous sautez sur la jambe en unipodal. Si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez exclure la fracture de stress. C'est que la probabilité d'une fracture de stress est très faible. Ce qui fait qu'une pathologie évolue bien ou pas, c'est pas tant la pathologie que le coureur lui-même. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Alors avant que tu commences cet épisode, sache que tu vas là écouter la deuxième partie d'un épisode qui a été tourné avec Blaise Dubois, fondateur de la clinique du coureur. Le premier épisode, on a discuté du syndrome de la bandelette iliotibiale. Celui-ci, là, on va faire un focus sur la périostite tibiale ou syndrome de stress tibial médial d'effort. Et la troisième partie qui est à venir, donc n'oublie pas de nous suivre pour ne pas rater ça, qui va discuter, elle, de la tendinopathie d'Achille et d'autres choses comme par exemple, quelle est la pathologie que Blaise juge la plus difficile à traiter en clinique chez les coureurs et les coureuses. Bref, on répond à plein de questions comme d'habitude, mais je te laisse avec cet épisode. Je propose, pour pas perdre une seconde de plus, c'est qu'on passe à la deuxième pathologie. De but en blanc, là, comme ça. Ce serait de parler de la fameuse périostite ou syndrome de stress tibial médial d'effort, pour pas qu'on me tombe dessus en me disant « Ah, t'as dit périostite alors que maintenant on dit plus trop ça ». Je trouve que c'est une pathologie qui est pas évidente à gérer. Je la trouve personnellement, ça vaut ce que ça vaut, mais moins évidente à gérer qu'une bandelette. Parce que personnellement, j'ai beaucoup de patients, quand ils viennent avec une périostite, ils ont ça, mais parfois depuis des années. Ils me disent ouais, mais moi, en fait, j'ai toujours eu mal. Toujours eu mal au tibia dès que j'ai commencé à courir. Et ils traînent ça parfois. Enfin, là, j'ai un patient, il a ça depuis des années. Pas de façon excessive, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui avec toi. Déjà, est-ce qu'on pourrait se refaire un petit point sur l'aspect physiopathologie, si tu as l'énergie pour ça, parce que je sais que c'est assez dense, mais voilà, si tu peux un peu nous déblayer le terrain sur ça. Alors, je vais soulever quelques points d'interrogation. Je t'avoue que je dis on ne sait pas, mais c'est surtout parce que je ne sais pas, mais je pense que dans à peu près toutes les pathologies, personne ne sait. Donc, Ouais, c'est je vrai. me rassure en disant que même si tu prends le plus connaissant des physiopathologistes de la périostite tibiale, il va soulever 10 points d'interrogation. OK? Ouais. Je donne quelques exemples. Est-ce que c'est vraiment un décollement du périoste par surtraction de la chaîne postérieure qui amène des collections lipidiques entre l'os et le périoste parce qu'on peut voir des petites zones? Est-ce que c'est simplement une sensibilisation locale de la douleur? Comment se fait-il que bon nombre de périostites sont sur le tiers distal du tibia sur lequel il n'y a pas d'attache du soléaire, du long fléchisseur des orteils, du tibial postérieur, qui sont un peu le tendon commun classique qui vient mettre
une charge mécanique. Comment ça se fait que c'est sur cette zone-là? Est-ce qu'il y a aujourd'hui la force d'impact influence et donc la vibration associée à une attaque, par exemple, talon forte chez le coureur, influence l'apparition de ces périostites parce que c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente chez les débutants. C'est une pathologie qui va être beaucoup plus fréquente chez les débutants et chez ceux qui font de la piste, de la vitesse, de la qualité, mais beaucoup moins fréquente, par exemple, chez les marathoniens, qui, eux, vont avoir beaucoup plus de pathologies de genoux, comme les douleurs fémoro-patellaires et le syndrome de la bandelette. Ouais. Okay. Donc, il semble y avoir un élément de charge mécanique, mais comme c'est chez le débutant, il semble y avoir aussi la capacité d'adaptation de ce tissu-là et sa mésadaptation par le fait qu'un débutant commence la course à pied. Est-ce que c'est vraiment la traction de la chaîne postérieure ou les aspects de vibration? Et je pense qu'il y a deux physiopathos distincts dans cette pathologie-là qui sont ces deux éléments. Okay. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir, c'est des débutants avec des grosses godasses qui attaquent du talon avec des cadences de 140 pas par minute et ils se font une périostite. Et je me dis, ben, la charge mécanique excentrique à haute vitesse de cette chaîne postérieure n'est pas si importante. Donc, comment ça se fait qu'ils développent ça? Et ces patients-là, ben, j'améliore les comportements de modération d'impact, on augmente les cadences, on minimise la chaussure avec une chaussure qui est plus minimaliste. Et en fin de compte, on réduit l'attaque talon, on réduit les stress vibratoires. Ils vont avoir des tendances avec les deux autres interventions à poser le pied un peu plus à plat, mid-foot, voire parfois forefoot striker, attaque plutôt avant-pied, et avec une reprise graduelle, une bonne quantification du stress mécanique, et on se sort de cette pathologie-là. Okay. Donc, quelqu'un comme ton patient qui a ça depuis très longtemps, je m'interrogerais sur ces facteurs-là, parce que ça persiste. Après, j'en ai d'autres qui m'ont vu en conférence, ils se sont achetés une chaussure minimaliste à 70% et plus, et ils ont oublié le petit bout de la conférence de dire qu'il faut y aller graduellement parce que votre corps n'est pas habitué à ce type de chaussures-là. Et ils ont commencé avec, bien évidemment, soit à être plus pieds nus, à chausser des chaussures plus minimalistes, ça fait plus de côtes, plus de vitesse. Ce sont tous des stresseurs qui viennent charger la chaîne postérieure. Donc, le solaire, le long fléchisseur des orteils et le tibial postérieur et de façon moindre, le long fléchisseur de l'hallux qui est plus latéral. Donc, ces tendons-là sont sursollicités, on se projette sur l'avant-pied, on charge énormément et là, on se développe une périostite par surcharge mécanique de traction. Et ça, je vois ça aussi. J'en vois moins, beaucoup moins, mais j'en vois aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a deux physiopathos. Et dans la première, je pense aussi que c'est une physiopathologie qui est classique des fractures de stress. De la crête tibiale postéromédiale, même si je vois aussi des fractures de stress chez non pas seulement les débutants, mais chez les demi-fondeurs, en fin de compte, qui font beaucoup tout d'un coup de vitesse et de qualité sur la pointe de pied avec des pointes, des spikes. Et ben, ces personnes-là se développent aussi parfois des fractures de stress tibiale, la crête tibiale postéromédiale. Voilà. C'est une pathologie très fréquente chez les militaires aussi. Hein. Jusqu'à 40% de l'ensemble des fractures de stress sont au niveau de la crête tibiale postéromédiale. Donc, c'est une pathologie quand même fréquente dans le lot des fractures de stress. Et ben, chez les militaires, on peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'ils sont déconditionnés puis ils font trop d'activités? Oui, certainement. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont des marches forcées, des bottes dans les pieds, des impacts au sol importants? Plein de questions ouvertes sur cette fameuse physiopathologie. Ouais, mais c'est intéressant que tu scindes un peu ces deux physiopathologies parce que moi, vraiment, j'ai parfois des patients où je suis un peu démuni. J'en ai eu un récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, mais qui m'a marqué parce que qu'importe comment j'essayais de moduler, j'ai sûrement fait une erreur quelque part, mais qu'importe comment j'essayais de moduler sa reprise de course, parce qu'en fait, il courait depuis quelques années, mais en fait, il avait chaque fois, un peu comme le patient que j'ai parlé il y a 10 minutes, il avait chaque fois mal, etc. Et après 5 km, il devait vraiment s'arrêter. Et je ne suis pas arrivé à trouver une façon de le faire courir qui le soulageait. C'est-à-dire augmenter sa cadence, ça ne changeait rien. J'ai fractionné son effort, mais à des degrés, mais c'était vraiment pénible pour lui. À un moment, on faisait 1 minute marche, 1 minute course, qui est vraiment, c'est une purge, quoi. Enfin, faire ça, franchement. Et ça donnait rien, en fait. Et
Ce qui avait un petit peu aidé en fin de compte, mais pas totalement, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un échec thérapeutique, c'était j'avais fait des ondes de choc dessus. Ouais. Et ça avait aidé. Donc mais a priori, je trouve ça déroutant quand en essayant de moduler cette course et ben, rien n'y fit. J'y arrivais Ouais. pas et c'est hyper frustrant. Moi, j'ai quand même envie de te rassurer là-dedans parce que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi bien évidemment. En fait, on n'a pas l'entière responsabilité de l'évolution de nos patients. Il faut quand même se préciser ça. En fait, il y a des systèmes nerveux très sensibles qui se sensibilisent facilement. Il y a des biologies fragiles et l'ensemble de tous nos conseils ne peuvent pas nécessairement contrer les aspects génétiques, cette biologie fragile et cette sensibilisation du système nerveux potentiel parce que ça appartient au patient. Et malheureusement, ben, des fois, c'est la faute de sa mère, de son père. Des fois, c'est la faute de ses perceptions, de ce qu'il va regarder sur Google et sur ChatGPT, etc. Donc, on Mmh. ne porte pas l'entière responsabilité de l'évolution de nos patients. Et Ouais. ça, il faut qu'on soit capable de se le dire comme professionnel et de le dire aussi aux patients. C'est-à-dire que moi, mes patients, je leur donne le maximum de tout ce que je sais, que je connais, pour les aider au maximum, mais il y a des patients qui évoluent lentement, il y en a qui vont pas bien, il y en a qui ont besoin de médication pour leur système nerveux parce qu'ils tombent dans des phases de douleurs chroniques. Et là, on va aller vers des médications appropriées pour les douleurs persistantes chroniques, comme Ouais. des antidépresseurs tricycliques à faible dose, comme du Lyrica, en fin de compte, des prégabalins, pour contrer les douleurs neurogéniques périphériques ou centrales et essayer d'améliorer cette condition-là. Donc là, on est dans des trucs où on ne porte pas nécessairement la responsabilité de tout ça. Ouais. Mais sur le cas clinique que tu me donnes, il y a une chose qui est essentielle et qui est le centre de l'intervention de cette pathologie-là au niveau thérapeutique, c'est la quantification du stress mécanique. Ouais. Et la quantification du stress mécanique, pour réexpliquer les fondamentaux, Ouais. ce n'est pas des chiffres qu'on donne aux patients pour qu'ils en fassent X, Y, Z, mais c'est donner au patient le pouvoir d'accélérer ou de décélérer sa progression en regard de ses symptômes. Parce qu'on ne peut pas savoir quelle est la capacité de notre patient à guérir de sa pathologie, à se désensibiliser de ses douleurs, Mmh. à adapter son tissu par une charge mécanique progressive. C'est lui qui va avoir le feedback, c'est lui qui va pouvoir gérer ça. Donc, on est dans un volet d'éducation pour dire au patient, OK, pour une périostite, tu as mal depuis un an, même quand tu marches, des fois, ça t'élance. On va accepter cette symptomatologie-là. Moi, ce que je veux, c'est avoir un stimuli récurrent qui stimule ton tissu pour qu'il s'adapte, qu'il se désensibilise et qu'il se solidifie, qu'il devienne plus robuste. Et donc, je vais te faire courir tous les jours et en plus, le soir, tu vas faire un exercice de renforcement spécifique. OK. Et là, je donne des exercices à mon patient, mais la progression, la capacité de courir plus ou moins, à plus grande vitesse ou moins grande vitesse, c'est lui qui décide. Mmh. Et ce que je veux, c'est la réponse. Ce que je veux, c'est que même s'il a mal, par exemple, pour notre cas ici, qu'il a mal pendant, ça ne me dérange pas. Si ça ne dépasse pas un 2 sur 10, pour certains, je vais dire, si ça ne dépasse pas un 4 sur 10, c'est vraiment variable d'un patient à l'autre, selon sa sensibilité à lui, selon plein de facteurs. Est-ce qu'il est vraiment en chronique de longue date ou pas? Et selon si, en fin de compte, une fois qu'il a couru avec un certain degré de douleur, il s'est sensibilisé ou il s'est désensibilisé. Ouais. Parce que moi, je fais courir des gens qui ont des douleurs de repos, ça monte à 2 sur 10 pendant qu'ils courent, 3 sur 10, parfois 4 sur 10, mais quand ils ont fini, ça redescend rapidement dans l'heure qui suit et le lendemain, ils sont capables de recommencer. Et ça, OK. c'est la meilleure recette pour désensibiliser un tissu et améliorer un tissu qui est en souffrance. Donc ça, pour toi, c'est Ah, OK alors? pour De moi, c'est OK. de se dire parce que ça, c'est aussi une bonne question, tu vois? C'est les patients, ils se disent: «Oui, mais vous me dites pas de douleur ou peu de douleur», mais tu vois, cette gestion-là, donc s'il y a Ouais, pas de douleur, s'il y a de la douleur pendant, mais pas après et que ça ouais, n'empêche pas ça n'empiète pas sur la fonction le lendemain, exact. c'est OK, en On fait? continue. OK. Oui, et surtout quand on est dans une condition persistante chronique, qu'on va différencier d'une condition aiguë où on sait que la douleur est un de nos meilleurs indicateurs pour ne pas faire l'activité. OK. Donc, une périostite qui date de 2 semaines, je vais dire, écoute, on fait du vélo, on décharge tout ça, tu reportes des chaussures à l'opposé de ce qui te les a provoquées. Donc, souvent, je vais dire, celui qui a migré trop vite vers du minimalisme, tu reportes tes grosses chaussures. Mais certains qui ont apparu avec des grosses chaussures, je vais leur dire, bon, ben, on va recommencer peut-être avec des chaussures plus simples, plus minces et surtout une cadence élevée et ainsi de suite.
et je veux leur faire de la natation, de l'aquajog, du vélo, Mmh. n'importe quoi qui décharge en fin de compte la charge mécanique d'appui, d'impact et de charge mécanique sur l'avant-pied pour que ce tissu en souffrance inflammatoire, probablement initialement, ait la possibilité de récupérer. OK. Ouais. La même condition, la même douleur depuis 6 mois ne nécessite pas qu'on respecte les symptômes. OK. Et c'est à partir de quand, tu vois, imagine, voilà, demain, heu, on a un patient, il vient pour une périostite tibiale, on fait le traitement, mais voilà, après 6 mois ou 3 mois, il y a pas vraiment d'évolution. À partir de quand, toi, tu te dis: «Là, c'est trop long, ça dépasse le scope normal et c'est peut-être pas, soit une périostite ou alors il faut vraiment changer d'angle». C'est quoi ta méthodologie à ce niveau-là? Alors, tu sais, quand on parle de par exemple, la bandelette qu'on parlait tout à l'heure, s'il y a persistance des symptômes après 4 semaines, on est dans une mauvaise posture. OK. Là, je suis très agressif. Même avec des athlètes de haut niveau, même après 1 semaine, je recommande des anti-inflammatoires. Après 3 semaines, je les réfère au doc pour une infiltration de cortisone. OK. Fait que je suis très agressif pour une bandelette. Une périostite tibiale, on est limité dans ce qu'on peut faire, autre que dans une phase initiale, faire des tapings circulaires de soutien qui vont souvent beaucoup protéger, Mmh. réduire les symptômes de façon considérable, mais qui devaient être faits uniquement, vu que c'est un mode de protection, parce que j'ai un match de foot obligatoire, parce que je suis à 3 jours de mon événement de course et puis je veux vraiment le faire. Mais clairement, ce n'est pas ça qui va nous aider à guérir la condition. Mmh. Donc, on va être beaucoup plus. Voilà. Quand on utilise ces modalités-là, en fin de compte, c'est vraiment pour réduire les symptômes, protéger les tissus. Et protéger le tissu, c'est en aigu, c'est pas en chronique. Donc, je ne fais pas de taping pour celui qui a des symptômes persistants. Mmh. Si tu l'as vu dès le début, puis tu t'es dit, OK, on va se reposer, puis là, on va reprendre doucement, puis on a de la peine à reprendre. Puis on l'a en parallèle bien vascularisé, hein, parce que ces conditions-là, je rappelle l'acronyme de base pour toutes les conditions non traumatiques de surutilisation, qui est le LOVE. Ouais. Le L, c'est pour loader, mais de façon graduelle, progressive, en quantifiant le stress. Il faut rester optimiste. Le V, c'est pour vascularisation. Donc, très tôt dans toutes ces pathologies-là, je leur fais faire une activité cardio. La bandelette, on est plus prudent avec le vélo, parce que Ouais. le vélo parfois sensibilise aussi, mais une périostite, tu les mets sur le vélo, tu fais 2 séances de vélo chez un athlète de haut niveau par jour, ça provoque aucun symptôme, ça le vascularise un maximum, ça accélère les processus de guérison, ça produit tes endocannabinoïdes dans ton cerveau pour ne pas avoir de symptômes ou diminuer les symptômes. Ouais. Là, on est vraiment dans quelque chose où je vais maximiser cette partie-là. Mais si OK. après 2, 3 semaines, on a toujours des symptômes, 4 semaines, 5 semaines, on a encore des symptômes et on est limité à courir plus, par exemple, de 20 minutes, euh, là, des fois, je vais justement tenter de faire une intervention et l'onde de choc radial, tu l'as mentionné tout à Ouais. l'heure, peut être une des options. Ouais. Je ne sais même pas s'il y a de la science, hein. Il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si Il y tu en le a un sais, peu. Augustin. De base, moi, je me disais toujours: «Bon, les ondes de choc, c'est un peu surcoté» et cetera, et force est de constater qu'en faisant, j'ai pas l'article là comme ça, mais je Ouais, m'étais renseigné et il y a quand même des preuves, notamment, sur la pérostite tibiale, qui semblent quand même favorables. Après, c'est toujours, on va dire des ouais. écarts, Mais- légers, mais ça a le mérite d'être a priori quand même bénéfique, et cliniquement, je dois avouer que les ouais. quelques patients sur lesquels j'ai fait récemment, parce qu'on a une machine au cabinet, bah, ça donne quand même des résultats. Ce que je trouve quand même dérangeant avec les ondes de choc, radiales sur une périostite tibiale, c'est que ça fait super mal. Mais je trouve Ouais, que, tu vois, c'est pas comme, je sais pas moi, un moyen fessier ou quoi, enfin, où tu as un peu de tissu mou. Là, enfin moi c'est direct. enfin franchement, moi j'ai j'ai du mal parce que je me dis: «Mais le pauvre», donc vraiment je mets l'intensité la plus basse possible parce que rien que ça, et parfois franchement pour être honnête, j'appuie à peine, mais rien que ça déjà, vu qu'on est quand même au contact, beh, ça fait vraiment mal, donc Ouais, ouais. je pense que c on peut pas le faire avec tout le monde non plus, quoi. Ouais. Après, cette modalité de désensibilisation, en fait, est utilisée principalement pour la douleur. Donc, ça peut être normal aussi qu'on passe par le processus douloureux Ouais, c'est dans le ça, fait. mais Ouais, ouais. mais là, par exemple, récemment, parce que j'ai pas mal de coureurs en traitement, et donc et j'ai des périodes où j'ai, je sais pas, sur 10 coureurs que je vais recevoir, il y en a 8 qui ont une périostite, donc c'est vraiment une pathologie que je rencontre super Ouais, souvent. Et ben là, récemment,
un patient, c'était presque un peu vexant. On faisait des ondes de choc, pas d'effet. Enfin, après 2 séances, pas vraiment d'effet. Je me dis: «Bon, on va encore essayer». Moi, je fais toujours 4 séances maximum et après, je me dis: Ouais. Je vais pas persister» et il revient la fois d'après, il me fait: «Waouh, ah franchement, ça va beaucoup mieux et tout». Je fais: «Ah super, c'est les ondes de choc, non, non, mais je sais pas, je me suis roulé tous les jours sur, le foam roller». Il a roulé, et il me dit: «Ouais, mais ça, vraiment, ça m'a vraiment aidé». Je fais: «Bah super, ça vaut le coup d'avoir une machine à 20 000 balles. Si au final, le truc de chez Decathlon, ça te fait plus de bien, mais tant mieux». Mais je Ouais. trouve ça toujours, on y revient, mais c'est toujours étonnant. Est-ce que c'est parce qu'au final, c'est comme tu l'as dit, cette histoire de stimulation du tissu, enfin du tissu cutané répété avec ce foam roller, tous les jours, plusieurs fois par jour, qui est plus bénéfique qu'un shoot d'onde de choc une fois par Ouais. semaine? Après, Je sais moi, pas. j'ai pas des bonnes expériences avec les pressions localisées, hein, Ouais. c'est dans le temps, on prenait une cuillère, puis on faisait des pressions le long de la crête pour recoller le périos, c'est ce qu'on Waouh! disait. Ça, j'ai pas eu des bonnes expériences avec ça. OK. Je l'ai fait peut-être une fois dans ma vie, puis je l'ai entendu abondamment. J'ai dit: «Je vais peut-être l'essayer une fois» et puis finalement, j'ai bien irrité mon patient. En fait, c'est une des choses que je fais pas et je recommande pas non plus d'aller masser en fin de compte directement la crête. Plus relâcher les tissus mous en périphérie. Donc, on parle de massage, on parle d'aiguille, on parle de roller, mais pas sur la crête en tant que telle, mais plus pour tout ce qui est solaire Mmh. et tissu profond pour essayer d'aller désensibiliser ça, balle de tennis et tout. Ça, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps, effectivement. Mais OK. encore une fois, quand on parle de thérapeutique, pour moi, il y a deux gros volets. Selon la physiopatho, c'est améliore les comportements de modération d'impact. Tu arrêtes d'avoir des percussions au sol qui sont très importantes, qui, par cette vibration, créent probablement un bon nombre des périostites qu'on a aujourd'hui. Donc, je l'ai nommé tantôt, mais c'est augmenter la cadence principalement, avoir des chaussures plutôt minimalistes, faire moins de bruit quand on court, bref. Et de l'autre côté, si jamais il y a une surcharge de la chaîne postérieure, c'est quantifier le stress puis réduire cette charge. Donc, ça pourrait même être ajouter une talonnette dans la chaussure pour enlever Mmh. la charge appliquée sur l'avant-pied. Et parallèlement à ça, si c'est ça la physiopatho, ben c'est ça aussi qu'il faut solidifier. Donc, après ça, c'est de donner des exercices de renforcement, marche d'escalier, pointe de pied, et on monte, on descend pour aller chercher tout ce qui est gastrocnémien, solaire, fléchisseur plantaire. Et on pourrait même aller chercher un petit rouleau de serviette qui fait une extension des orteils pour augmenter la charge sur les fléchisseurs plantaires pendant cette levée. Ouais. Donc, il y a différentes possibilités, mais ça, c'est les choses que je vais faire beaucoup en thérapeutique avec les gens dans les phases persistantes où là, on veut vraiment traiter sur le long terme. Dans les phases un petit peu plus aiguës, ce que je vais avoir tendance à faire quand on est sur une chaîne postérieure qui est un petit peu plus, qui charge un peu plus, c'est intégrer quand même de la flexibilité de cette chaîne postérieure. Mmh. Aller tirer un petit peu mollet, solaire, gastrocnémien solaire et fléchisseur profond. Donc, j'ai trois exercices clés différents. Mmh. Et faire du renforcement, parfois même des muscles intrinsèques du pied pour aller essayer de décharger la charge mécanique du long fléchisseur des orteils et du tibial postérieur. Et dans les phases aiguës, douloureuses, où je veux vraiment une protection puis qu'il y a une obligation de faire une activité, le taping circulaire, le strapping que vous appelez en France, Ouais. circulaire, rigide, où on fait un tour, on casse un tour et puis on monte tranquillement le long de la partie douloureuse. OK. Et là, tu vois, tu parlais du strapping. Est-ce que, par exemple, il existe aussi des chaussettes, compressives un petit peu montantes? Oui, Est-ce que toi, c'est quelque chose en clinique que tu trouves utile ou? ben, pas beaucoup. J'ai déjà, tu sais, il y en a quand même pas des foams, mais des gels intégrés à la chaussette sur la crête tibiale, justement, pour essayer d'enlever cet aspect de vibration. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu qu'on aide beaucoup les patients. La compression est insuffisante. Le taping te fait quelque chose de vraiment Plus focal. circonscrit, soutenant, qui est habituellement beaucoup meilleur. OK. Et tu as parlé dans les diagnostics différentiels aussi de fracture de stress. Je pense que c'est quelque chose d'important à aborder parce que j'ai eu il y a 6 mois un patient, il est venu en première intention chez moi parce qu'il n'était pas passé par le médecin. Bon, en Belgique, normalement, il faut passer par le médecin, mais quand le patient est là, bah, Ouais. je vais pas le renvoyer chez lui, surtout quand c'est une pathologie musculo-squelettique où j'estime pouvoir quand même apporter, certaines, expertises ou en tout cas mon avis, quoi. Et donc Je t'arrête tout de suite. Je fais une mini parenthèse. ouais. De façon générale, et c'est vrai partout dans le monde, autant en France qu'en Belgique qu'au Canada,
les physiothérapeutes ont une expertise en diagnostic musculo-squelettique beaucoup plus élaborée que les médecins. Mhm. En fait, s'ils n'ont pas un intérêt en musculo-squelettique, qui ne sont pas médecins du sport, qui n'ont pas fait une spécialité associée, le cursus de formation est extrêmement pauvre Ouais. et le niveau de compétence en musculo-squelettique, malheureusement, chez les médecins omnipraticiens, généralistes, sont extrêmement faibles. Ouais. Et ce n'est pas une reproche que je leur fais, Non. parce que leur champ de pratique est tellement large, en fin de compte, que c'est mieux qu'ils reconnaissent l'infarctus de l'entorse de quel ligament a été affecté au niveau de la cheville. Mais voilà, je te vois prendre des petites excuses pour expliquer pourquoi le patient est venu te voir avant, mais c'est juste normal. Il faudrait que dans un futur proche, vous ayez l'accès direct et que l'ensemble des patients viennent voir les professionnels qui ont plus d'expertise avant d'aller voir les autres. Ouais. Mais tu faisais cette introduction parce que tu voulais parler de fracture de stress. Ouais, ben oui, parce que en l'occurrence, le patient, il est venu chez moi et je me suis dit, ça sent pas la périostite, ça sent plutôt la fracture de stress. Et effectivement, je l'ai envoyé chez un médecin du sport avec qui je travaille, qui a confirmé la fracture de stress. Mais tout ça pour dire, c'était une longue intro pour peut-être que tu puisses nous émettre Ouais. eh ben, les indices cliniques qui devraient plutôt nous faire pencher vers une périostite ou plutôt vers une fracture de stress. En fait, la première chose, c'est que ceux qui viennent d'écouter le segment sur la bandelette iliotibiale, il y a 25 diagnostics différentiels sur la face latérale du genou. Ouais. Là, quand tu as une douleur à la crête tibiale postéromédiale, il n'y en a pas 50 000. Ouais. Tu as la fameuse périostite, le syndrome de stress tibial médial. Tu as la fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale. Tu as des syndromes myofasciaux, donc des tensions myofasciales de la musculature. Et tu as le syndrome de loge profond qui peut donner des douleurs justement qui arrivent à cet endroit-là. Après, il y a quelques autres petits diagnostics différentiels, neuro, etc., mais qui sont quand même cliniquement rares et pas difficiles à différencier. Ouais. Donc, classiquement, ce qu'on a, c'est vraiment fracture de stress versus périostite qui nous donne une symptomatologie identique. Je dis une symptomatologie identique à l'exception de quelques trucs. Pour faire le diagnostic de fracture de stress, on a un test d'exclusion. Vous sautez sur la jambe en unipodal. Si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez exclure la fracture de stress. C'est que la probabilité d'une fracture de stress est très faible. Okay. Donc ça, c'est le test d'exclusion qui a une grande sensibilité qu'on va faire en numéro 1. En numéro 2, on a des tests d'inclusion qui sont plus spécifiques. Et là, on va faire 3 tests. Il y a la palpation localisée précise qui donne une douleur localisée. Et ça ne veut pas dire qu'on a pas mal en périphérie, mais il y a un spot, un point précis où le patient va sauter dans les airs. Sa douleur est très vive et sur une fracture de stress, c'est très inconfortable. Ça, c'est le test clé. C'est le numéro 1 et c'est celui qui va vraiment vous faire pencher vers la fracture de stress. Ensuite, on a l'édème local. Les fractures de stress vont souvent donner des édèmes de type lymphatique, donc un peu à godet. Vous regardez la périphérie de votre jambe en pivotant la jambe et vous dites, ah, il y a un gonflement. Et si jamais vous faites une pression avec votre doigt, comme c'est un édème à godet lymphatique, vous allez, quand vous enlevez votre doigt, remarquer qu'il y a une marque. Ouais. Et dans les édèmes de fracture de stress, c'est souvent ces édèmes lymphatiques-là qui sont assez caractéristiques. Beaucoup plus fréquents, quoique peuvent exister parfois, mais beaucoup plus fréquents dans les fractures de stress que les périostites. Troisième test, le test de Fulcrum, où on va mettre en tension l'os, on va essayer de casser, de compléter la fracture, disons. On arrête juste avant, bien évidemment, mais cette mise en tension provoquerait une douleur localisée ou la fracture de stress sans que j'ai mes doigts dessus, parce que j'en ai un qui pousse en latéral et l'autre vient chercher un contre-appui au niveau de la malléole. Donc, la zone de la fracture de stress, je n'ai pas de doigt dessus et si le patient dit « Ah, je sens ma douleur », c'est un test de Fulcrum positif et ça va du côté de la fracture de stress. Okay. Sur les fractures de stress versus les périostites, on a un continuum donc entre c'est clairement une périostite versus ou même j'ai aucune symptomatologie et c'est clairement une fracture de stress et entre les deux, il y a toute une gradation et je pense même que l'évolution de la périostite chronique peut amener à la fracture de stress parce que on est dans la même physiopathologie, c'est les mêmes charges appliquées sur le même tissu à peu près, le tissu osseux versus le périoste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on est en un tissu, une crête tibiale qui est saine. Ensuite, on a des crêtes tibiales qui sont douloureuses à la palpation, mais qui n'ont aucun symptôme dans la vie de tous les jours. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut rassurer nos patients parce que souvent, ils vont dire « Ouais, mais quand je palpe, j'ai encore mal, j'ai de la douleur. » On s'en fout. Ensuite, tu as la périostite et après ça, tu as
non pas la fracture de stress, mais les bone marrow edema, Les œdèmes. voyons, les syndromes de stress tibial osseux, mais qui sont pré-fracture de stress, donc avec les Ah. édèmes osseux, Mhm. grade 1, grade 2, grade 3, et après ça, tu as la fracture de stress. Donc, tu as un continuum et clairement, quelqu'un qui peut développer une petite périostite initialement, s'il continue de stresser abondamment, son tissu peut se développer, peut aller vers l'édème osseux et la fracture de stress. Donc, Ok. la fracture de stress, qui est le grade 4, où on va voir un trait de fracture sur la résonance magnétique ou dans 30% des cas sur une radiographie. Mais Ok. en étant dans le bon plan, en étant chanceux un peu, donc voilà. Donc, ce n'est pas le meilleur des examens pour faire ce diagnostic-là. Ok. Mais mon point, c'est que dans le cas de la fracture de stress, c'est une fracture de stress qu'on appelle à bas risque. Et les fractures à bas risque, à l'opposé de la crête tibiale antérieure, qui est une fracture de stress à haut risque, dans les fractures de stress à bas risque, on va être beaucoup plus prudent, en fin de compte, sur les fractures de stress à Ouais, haut au risque. On risque. va être beaucoup plus prudent, dans Ouais. l'approche qu'on va avoir, dans le repos qu'on va donner, dans l'investigation qu'on va faire. Mais pour les fractures de stress à bas risque, comme la crête tibiale postéromédiale, moi, j'ai l'accès direct au Québec des patients. Mhm. 95% des patients qui viennent me voir, ils n'ont pas vu de médecin. Et je ne réfère pas au médecin pour une investigation paraclinique. Ok. OK? Et ok. Parce que pour moi, ça ne change pas mon approche de traitement. La seule chose, c'est que ton curseur entre la périostite et la fracture de stress va te dicter comment tu vas expliquer la quantification du stress mécanique. Ok. Plus tu as une probabilité élevée d'avoir une fracture de stress, moins tu veux de douleur. En fait, si jamais tu suspectes une fracture de stress, je ne veux pas de douleur dans ma reprise. Mhm. Et si jamais je ne suspecte pas la fracture de stress parce que mon fulcrum est négatif, ma palpation est sur une douleur plus généralisée et non spécifique et je n'ai pas d'édème, à partir de ce moment-là, je peux permettre d'avoir des symptômes dans une périostite chronique, dans Ok. un syndrome de stress tibial médial. Donc tu peux courir avec une fracture de stress? Non, tu peux. Alors, oui. Ouais. En fait, je te donne un exemple. Tu fais une investigation. Tu fais une scintigraphie ou une résonance magnétique. On te dit que tu as une fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale. Ouais. 3 semaines après, la fracture de stress, elle est toujours là. Mhm. Mais si tu n'as aucun symptôme après une semaine, tu dis, ah, ben là, ça fait une semaine qu'on s'est reposé, il vient de faire sa résonance. Sa résonance montre une fracture de stress, mais il n'a aucun symptôme. Ben, je le recommence à marcher et à courir. Ok. Donc en fait, tu tiens vraiment compte de la clinique ici, à ce Que, moment-là. Tu te dis pas, que, tiens, parce qu'on pourrait avoir peur de se dire, ok, il y a une fracture de stress. Déjà, le mot fracture, ça fait quand même peur. ouais, On se dit, la première chose qui pourrait venir, c'est, ben, si on court sur cette fracture de stress avant qu'elle soit consolidée ou en tout cas résorbée ou n'importe quel terme qu'on pourrait utiliser pour, en gros, ça a cicatrisé, si on peut dire ça comme ça. Et ben, si on court avant ce délai-là, le risque, ce serait que ça s'aggrave et que ça augmente. Mais c'est non. intéressant de voir qu'il y a cette nuance-là. C'est peut-être vrai dans certaines fractures de stress à haut risque et c'est la raison pour laquelle on est beaucoup plus prudent. Ok. Mais dans une fracture de stress à haut risque, les symptômes sont suffisants pour nous réorienter. Comme c'est une fracture de stress, on va accepter le 0 sur 10 de douleur, donc on ne veut pas que le patient ait mal. Mhm. Mais au moment où il a pas mal à marcher 10 minutes, ben, il peut marcher 15 minutes. Puis si ça va bien, 20 minutes. Puis ça va bien, il commence à courir. Puis on va commencer doucement parce que ce qu'on veut, c'est ne pas aller dans la douleur. Mais même si à un moment donné, on dit, ah, finalement, j'ai couru, je suis revenu à la marche. Puis là, ça m'a élancé pendant 2, 3 heures après parce que je sens que j'ai réveillé un peu de douleur. Ben, c'est même pas si grave. En Mm. fait, c'est pas un problème tant que ça. Vous allez vous reposer encore 2 jours avant de reprendre. La consigne reste le zéro douleur, mais vous ne nuirez pas trop à l'évolution naturelle de cette pathologie qui évolue favorablement puisque c'est une fracture de stress à bas risque. Ouais. Et je vais avoir un discours très différent sur les fractures de stress à haut risque. Sur une crête tibiale antérieure, euh, je vais être beaucoup plus prudent. Normalement, je les investigue plus tôt, mais là, le diagnostic clinique est tellement facile à faire avec une fracture de stress sur la crête tibiale antérieure que souvent, je n'investigue même pas. Je ne fais même pas de radio ni de résonance, mais je la considère comme une haut risque. Et donc, je vais me permettre d'avoir pas de douleur pendant plusieurs jours de suite avant de commencer à faire de la marche et de la course à pied. Ok. Ok. Donc tu as vraiment ton niveau de vigilance qui évolue selon ce Exact. double diagnostic, quoi. Ok. Mais c'est assez intéressant. Et puis c'est vrai que d'un point de vue
physio-patho, on pourrait se dire qu'au final, ben, arriver à trouver cet équilibre entre reprendre la course, même avec la présence de cette fracture de stress, ben, on sait aujourd'hui quand même que les chocs ont une capacité à stimuler aussi la régénération osseuse, etc., s'ils sont bien amenés. Après, c'est une question de Exact. charge et de quantification, mais donc ça peut aussi faire sens, effectivement. Et tu m'amènes sur un terrain très intéressant qui est les fameux protocoles qu'on nous a mâchés, pré-mâchés et divulgués dans les textbooks de médecine sur les fractures de stress, sur le protocole Ouais, post-chirurgie LCA, sur les lésions myoaponevrotiques musculaires. On a eu des protocoles pendant des années, il fallait faire telle chose. ouais, Et là, on avait des barèmes de temps. Donc, par exemple, pour les fractures de stress, la fracture de stress distale tibiale, la crête tibiale postériomédiale, c'était 4 à 6 semaines de repos complet. OK? ouais. Quand on était en proximal de ces crêtes-là, on était sur un 8 à 10 semaines. La réalité, et moi, avant même que je connaisse les bas risques et les hauts risques, avant même qu'on change un peu la manière de voir ces choses-là au niveau de la littérature scientifique, moi, je traitais il y a 25 ans des athlètes de haut niveau qui avaient des périostites et des fractures de stress, et on se disait, mais on n'arrêtera pas 6 semaines. On ne peut pas arrêter 6 semaines. Et il suffit d'avoir un athlète de haut niveau où tu es en camp d'entraînement à Hawaï, je pense à David Gill, en fait, qui était un athlète que je coachais et on s'entraînait ensemble. On revient d'Hawaï avec une fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale. Le championnat canadien est 5 semaines plus tard. On fait une scintigraphie, dans le temps on faisait des scintigraphies, pas des résonances. On Ouais. fait une scintigraphie tout de suite en revenant, le jour même de notre retour de voyage. Et la scintille montre une fracture de stress qui capte énormément au niveau de la crête tibiale postéromédiale. Le championnat canadien est dans 5 semaines. On a décidé de ne pas arrêter de courir. Et on Ok. a couru pendant 5 semaines sur une fracture de stress, ce qui n'était pas une bonne idée. OK? Ouais. Il n'a pas très bien performé à ce championnat. On a fait beaucoup de transferts, d'activités de transfert comme l'aquajog, comme le vélo. On a minimisé notre course, mais on a quand même gardé la qualité, la vitesse pour qu'il soit performant. Et Mhm. finalement, 5 semaines, on aurait peut-être mieux fait de prendre 2 semaines complètement off avant de reprendre, parce qu'une fois qu'il fait le championnat canadien, il se réveille une douleur carabinée parce que là, il fait toutes les compétitions, il enchaîne le 600, le 1000, le 1500. Et là, il finit béquille. Il n'arrive plus à poser le pied par terre, grosse douleur, Ouais. vraiment importante. On a poussé un peu au bout. Il a une fracture de stress diagnostiquée, il a une énorme douleur. Il est en béquille pendant 4 jours. Et après 4 jours, il recommence à marcher. Ok. Et après une semaine, il recommence à faire du vélo. Là, on lui a donné un break aussi psychologique, donc de repos complet, parce que plutôt que de lui donner du vélo rapidement, mais on aurait pu faire le vélo beaucoup plus vite. Mhm. Après une semaine, il recommence le vélo, mais à 2 semaines, il a recommencé la course. Et nos Ouais. protocoles dans ce temps-là, c'était 6 semaines de repos complet. À 2 semaines, il a recommencé la course. À 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, il faisait des volumes d'entraînement qui étaient impressionnants parce que son métabolisme était beaucoup plus rapide que n'importe qui pour guérir. C'est un athlète qui avait l'habitude de faire 100 à 140 km par semaine et qui Mhm. faisait de l'intensité, de la muscu, etc. Donc, un repos relatif avec une semaine de vélo a amené des adaptations qui étaient déjà super rapides. Et là, on a commencé la course à pied en disant, il faut juste pas que tu aies mal. Mais Ouais. c'était pas mal, let's go. Et c'est ces expériences nombreuses qu'on a maintenant en physiothérapie de gens qui n'ont pas respecté les protocoles ou qui, avec le physio, n'ont pas respecté les protocoles, qui nous amènent à des protocoles accélérés. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça Donc, de plus en dans plus. cette période-là, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire avec les fractures de stress. On avait des protocoles rigides. Euh, à partir de ce moment-là, moi, ma vision a complètement changé sur le suivi des fractures de stress, mais c'est vrai aussi sur les croisés antérieurs, post-op et ainsi de suite. Aujourd'hui, on quantifie le stress mécanique, on respecte les symptômes du patient et dans la mesure où il a pas mal, on se permet de charger de façon très graduelle en écoutant son corps. Ouais. Bah, au Et c'est final, vrai ouais. pour bon nombre de pathologies. Ouais, au final, c'est toujours tenir compte aussi de la clinique, comme on dit, et pas s'attacher que à l'image. Et ça, c'est comme tu dis, ça, c'est valable pour énormément de pathologies MSQ, si pas ouais, quasi Ouais. l'intégralité. Donc non, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que ces protocoles-là, je les ai vus passer. D'ailleurs, on cherche toujours des protocoles de retour à la course après des pathologies. Je pense que la fracture de stress, c'est l'une des pathologies où il y a le plus de protocoles ou en tout cas de choses qui sont sorties dessus. J'ai l'impression, comparé à, je sais pas, un syndrome de la bandelette
où il y a moins de protocoles dessus. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai beaucoup moins vu passer que fracture de Ouais, stress ou que le croisé qui est beaucoup plus étudié, les fameux critères de retour à la course, etc., etc. Donc, mais c'est intéressant et ça dédramatise aussi un petit peu cette fracture de stress parce que au final, bah, on peut se rendre compte que fracture de stress n'est pas égale à repos total parce que en fait, on est ouais, un peu moi aussi de base, je suis conditionné comme ça où j'entends le mot fracture. Pour moi, c'est, on m'a toujours dit 4 à 6 semaines parce que tu penses aux membres sup ou 4 à 6 semaines de plâtre. Bon, là, tu mets pas de plâtre, mais on peut vite se dire: «OK, 4 à 6 semaines, repos total» parce que sinon voilà, donc hyper mmh, intéressant que tu aies précisé tout ça. Hem mais je pense que là, déjà, c'est un super topo sur la périostite tibiale. Donc déjà, je te remercie. Je te propose qu'on passe, parce que bon, je pense que pour chaque pathologie, on pourrait en parler 1 heure et rebondir sur des cas. Donc, pour ça que j'essaye d'orienter et de me dire, bon, comme ça, on essaye de faire notre to-do list. Mais ouais, si ça te dit, on pourrait parler de tendinopathie d'Achille, parce que je pense que c'est aussi la troisième pathologie qu'on rencontre beaucoup chez les coureurs. Évidemment, c'est pas exhaustif, il y aurait d'autres pathologies, mais on n'est pas parti pour faire non plus un podcast de 4 heures. Donc, voilà, au niveau de la tendinopathie d'Achille, bon, soit en termes de physiopathologie, mais aussi, est-ce que l'approche, dans un deuxième temps, est-ce qu'elle est différente selon toi par rapport à une périostite tibiale, par rapport à une bandelette, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui se recoupent? Voilà, ouais. est-ce que tu pourrais un peu nous déblayer ce terrain-là? Bon, sache que tu viens d'arriver à la fin de la deuxième partie de l'épisode tourné avec Blaise Dubois, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une troisième partie qui arrive incessamment sous peu, donc abonne-toi à la chaîne Entendons sur ta plateforme d'écoute préférée pour pas manquer ça. Allez, je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous, mais de voir au moins que vous mettez eh bien, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne eh bien, un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien, eh bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci pour ton soutien, encore mille merci pour votre soutien, et puis ben, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.